Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dans l'actualité ce soir. Le président de la République inaugurera demain le projet d'adduction d'eau transfrontalier à l'Issabieh. Également donc dans les titres, Ilyas Moussa Douale participe au congrès d'investiture du candidat Paul Kagame. Donc, commençons par cette édition. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a convié hier les membres du gouvernement et le parlementaire à un iftar collectif à Kempesti Palace Hotel. Cette rencontre est au 23e jour du Ramadan, dont les 10 derniers jours du mois béni qui porte la nuit du destin, a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. Comme Et en direct depuis l'Issabieh, nous avons donc Asma Aboubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir Asma. Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Nous sommes en direct depuis l'Issabieh où à l'occasion du 40e anniversaire de notre pays, l'équipe de la radio-télévision de Djibouti donc, a entrepris une tournée dans les régions de l'intérieur ayant pour objectif de donner un éclat aux festivités. Après Tadjoura, la radio-télévision de Djibouti se trouve actuellement à l'Issabieh, où les équipes sont arrivées à vendredi. Pas de repli, les équipes techniques ont tout de suite procédé aux installations. Regardez. Après une couverture médiatique réussie lors de l'inauguration du port de Tadjoura, les équipes chargées de la couverture des grands événements s'est déplacées à l'Issabieh dans le sud du pays. Les véhicules transportant des matériels mais également des hommes et des femmes a tracé le long de la route venant de Tadjoura jusqu'à l'intersection au PK 51 avant de se rendre à l'Issabieh ville ce vendredi. Pas de répit, les équipes techniques ont procédé tout de suite à l'installation des studios. وكان صور تجوران صور دماني ما على سيح بلغنا وكوا حفلات كل عدو تسنينتا وكان بربراسون استراسون ودنا سيدا وركيسين وكوا إنك بريبان بلغنا مركز ما كلاراش كبيحي ودنا كعلين دونا هاوشو إن بدن بي وربدان قصومان واسكادك تاي كان شقانا نابون لران. Les équipes techniques travaillent sans relâche et ont une idée forte du service public malgré l'observation de jeunes et la chaleur que nous vivons actuellement. Et depuis 2011, par une ligne d'interconnexion, Djibouti et l'Éthiopie vont ainsi renforcer leur relation, leur intégration économique avec la réalisation de ce projet d'adduction d'eau potable entre les deux pays. Un projet qui est financé par Exim Bank, Exim Finance, China Exim Bank, pardonnez-moi. Suivant quand et comment le coup d'envoi d'adduction d'eau a été lancé. Les travaux de ce projet d'adduction d'eau
Avec le lancement de ce projet, le président de la République assure la réalisation de tous les grands projets de développement qui vont quasiment doubler les besoins en eau potable. Le changement climatique donc, constitue également une deuxième cause de manque d'eau à Djibouti. Afin de remédier à cette situation et pouvoir couvrir sereinement le besoin hydrique de la population, le projet a évolué d'une manière considérable. L'eau ainsi acheminée destinée en premier lieu aux régions du Sud va également absorber les besoins colossaux en eau de la capitale. Suivons justement cette évolution. Ce vaste projet d'approvisionnement en eau transfrontalier d'une longueur d'adduction totale de 358 km a été confié à la société chinoise CGCOC, reconnue mondialement pour son expérience dans le domaine de l'alimentation en eau. L'objectif principal du projet est de fournir un volume d'eau à la mesure de notre développement économique. Dans un premier temps, 28 forages ont été réalisés dans la vallée de Koulan, à Hadagala, véritable réservoir des eaux de pluie. Pour réaliser cet ouvrage, la pose d'une canalisation longue de 358 km pouvant fournir 100 000 m3 d'eau potable par jour. Également, des réservoirs tampons et des stations de pompage ont été construits tout au long du tracé de l'adduction, depuis les sites des forages de la vallée jusqu'à la zone de PK20. L'installation d'un système de contrôle de supervision et d'acquisition des données, appelé SCADA, a été également nécessaire. Les délais d'exécution prévus du projet ont été respectés, soit 2 ans de travaux pour réaliser ce projet titanesque, malgré un environnement difficile sur le plan climatologique. Ingénieurs et ouvriers en tout genre ont été à pied d'œuvre afin de finaliser cet ouvrage. Un comité de suivi et de supervision du projet a été mis en place des deux côtés, l'Éthiopie et Djibouti, dont notamment le consul de Djibouti à Diredawa, Adam Moussa Aré, qui nous a fait part dans une interview que ce projet sera opérationnel lors de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance, alors que les travaux étaient à mi-chemin, ce qui démontre la bonne exécution du délai prévu. Signe avant tout l'intégration économique régionale et permettra la disponibilité de l'eau en quantité suffisante, propice au développement d'un tissu industriel de plus en plus dense. Avec ce projet justement historique qui coûtera 322 millions de dollars, donc le gouvernement djiboutien, à travers ce projet, compte mettre fin à ce goulot d'étranglement à tout développement économique, puisque l'eau sera fournie en quantité et en qualité suffisante pour ne plus constituer un frein, mais un atout investisseurs. Dans ce reportage, vous verrez qu'après 2 années d'intenses travaux, la mise en production des forages est aujourd'hui efficace. Après 2 années d'intenses travaux, la mise en production des forages est aujourd'hui effective. C'est le fruit d'une dure labeur qui se concrétise. C'est surtout les résultats d'une volonté politique très affichée du président de la République. Un projet visionnaire qui conditionnait la réalisation des grandes infrastructures. Il faut savoir en effet qu'avec le lancement de projets tels que l'aéroport de Bir Idley, ainsi que les travaux du futur bétail, pour ne citer que cela, vont quasiment doubler les besoins en eau potable de Djibouti. Pour toutes ces raisons, la réalisation de ce projet était très attendue et très suivie. Le comité de supervision, constitué au niveau national dirigé par le directeur général de l'ONEAD, était en permanence sur tous les sites, comme ici, le 4 mai dernier à Hadagala, afin de veiller au respect des normes de l'ouvrage, principale préoccupation du directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, M. Mohamed Fouad Abdou. Pari réussi pour l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur la réalisation de ce grand projet. Eh bien, il suffit de voir pour croire, l'eau a en effet jailli pour la première fois. Dans la région d'Ali Sabié, c'était en mois de mai, une date qui restera dans les annales de l'histoire de notre pays, puisqu'elle marquera la fin d'une époque, celle des problèmes d'eau, et le début d'une nouvelle ère, celle d'un potentiel d'eau répondant à l'ambitieux programme politique du chef de l'État, qui sera même donc présent ici derrière moi demain pour inaugurer officiellement la mise en service du projet d'adduction d'eau transfrontalier reliant Djibouti à l'Éthiopie.
Vous l'aurez compris, l'aboutissement de ce projet est porteur de retombées positives pour les populations du Sud. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce projet d'adduction d'eau potable. Une cérémonie demain qui vous sera retransmise en direct. La cérémonie d'inauguration de ce projet en présence du chef de l'État. Et comme d'habitude, les journaux seront délocalisés ici à Alice Abillé. Depuis Alice Abillé, où le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'y rendra demain pour inaugurer le projet d'adduction d'eau transfrontalier. Également dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a convié hier les membres du gouvernement et les parlementaires à un iftar collectif à Kempinski Palace Hotel. Cette rencontre intervenant au 23e jour du Ramadan, dont les 10 derniers jours du mois béni qui porte la nuit du destin, a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. Comme chaque année, cet iftar revêtait un moment de partage et de convivialité, soudant ainsi les liens et la fraternité entre les parlementaires et l'exécutif pour travailler ensemble et servir l'intérêt des Djiboutiens. Ces mois bénis qui coïncident aussi avec le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays était l'occasion pour le Premier ministre d'exhorter tous les Djiboutiens à ce jubilé d'émeraude afin qu'ils prennent part à cette festivité et de la célébrer comme il se doit, cet anniversaire axé sur la diversité et les progrès sociaux. Et après les nouvelles provocations de l'Érythrée à Douméra, le ministre de la Défense, Ali Hassan Badoun, a effectué mercredi dernier donc une visite d'inspection sur le terrain pour constater de visu la situation. Il était accompagné par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, et des officiers supérieurs des forces armées nationales, ainsi que le préfet de la région d'Obok. À son arrivée, le ministre donc et sa délégation ont été accueillis par des hommes de troupes, les officiers de haut rang gradés, donc les forces nationales prépositionnées dans le secteur de Douméra. Des unités de combattants érythréens ont profité du retrait des forces d'interposition du Qatar installées depuis 2010 à la frontière djibouto-érythréenne pour vite donc prendre leur place et occuper des portions du territoire national. Le ministre de la Défense est rendu à Douméra donc pour constater de ses propres yeux donc la réalité sur le terrain. Le retrait de forces du Qatar, conséquence directe de l'actuelle crise apparue entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, a pris de court la République de Djibouti qui avait donc accordé sa foi dans l'interposition de l'armée du Qatar, celle-ci étant placée sous mission des Nations Unies jusqu'à la résolution de ce conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée. Et dans le reste de l'actualité, la République de Djibouti, fidèle donc à ses principes de respect des frontières et soucieuse donc des accords, la République de Djibouti a pris donc le maintien de la paix et de la stabilité dans cette région. L'on constate donc avec regret ce nouvel acte belliqueux de son voisin nord. Djibouti lance donc une fois de plus un appel à la communauté internationale pour dénoncer cette provocation de l'Érythrée et d'ordonner aux troupes d'Asmara de revenir sur leur position antérieure jusqu'à la résolution du litige frontalier. Faisant confiance à la médiation africaine, arabe et onusienne, la République de Djibouti demande aux instances internationales de mettre tout en œuvre pour préserver la sécurité du détroit, donc dans le détroit de Bab el-Mandab, voie maritime où donc transitent 80% des hydrocarbures à destination de l'Europe. Le ministre de la Défense a réitéré sa confiance aux forces armées djiboutiennes. Il a assuré les hommes et les femmes positionnés à Douméra du soutien total du président de la République Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, ainsi que de son gouvernement. L'intégrité de notre territoire et notre souveraineté nationale ne peuvent être fondées du pied par un régime instable en Érythrée, ni subir les aléas des crises diplomatiques qui peuvent se produire dans le monde. Et nous vous l'annoncions au début du journal sur invitation du Front patriotique de Rwanda, le secrétaire général du RPP, Elias Moussa Dawale, accompagné d'une délégation, a pris part au congrès d'investiture du candidat Paul Kagame pour les élections présidentielles du 4 août prochain.
Au cours de ces congrès, qui s'est déroulé donc le 17 juin à Kigali, le secrétaire général a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations et les félicitations du président de la République à son homologue et frère donc rwandais Paul Kagame pour son investiture et l'investiture de son parti. Il a saisi donc cette occasion pour rappeler l'excellence des relations entre les deux pays et les deux partis. En marge de ces congrès, le secrétaire général a été reçu par le président rwandais, a exprimé donc au RPP au président ses remerciements et son soutien. Par ailleurs, le secrétaire général n'a pas manqué de soulever la question de l'agression de l'Érythrée à l'encontre de la souveraineté nationale djiboutienne. Également dans l'actualité, les membres du comité du RPP ont entamé ce week-end la tournée traditionnelle effectuée durant le mois béni de Ramadan pour organiser une soirée de charité et de bienfaisance à l'annexe du RPP de Hayabli. La délégation du comité exécutif dirigée par Deria Hachi et comprenant les membres du comité exécutif dont Khadira Ali Saïd et Gohar Hamadou Abadé, comprenant 3 ministres du gouvernement, M. Abdi Youssouf Sougé, ministre de la Communication, M. Moumin Hassan Baré, ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et du Bien Warf, ainsi que le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Ghedi, accompagné par des parlementaires. Cette distribution a concerné des orphelins et des enfants démunis de ces quartiers. Ces tournées coïncident avec les mois sacrés et la formation s'apprête à redoubler d'efforts pour dynamiser le parti RPP. Les comités des annexes étaient tous présents, accompagnés des enfants orphelins bénéficiaires qui ont réussi de main des officiels des habits neufs. Cette action entre dans les cadres de soutien social organisés chaque année par le RPP. Une cérémonie similaire s'est tenue à l'annexe du RPP de Cheikh Ousmane en présence du responsable de l'annexe de Wahlidaba de T3. Cette délégation du comité exécutif dirigée par Salah Daher et comprenant les membres du comité exécutif, comprenant donc 3 ministres et membres du gouvernement dont Moumin Hassan Ahmed Cheikh, ministre de la Justice, et Madame Mouna Asman Adan, ministre de la Solidarité, donc Moumina Ahmed, et des parlementaires et les cadres du parti a organisé la distribution d'habits neufs aux orphelins et aux enfants issus de familles défavorisées, de siège donc du RPP du quartier 6. Cette cérémonie de distribution d'habits neufs aux orphelins et donc coïncide avec ce mois béni du Ramadan qui s'apprête donc ce parti afin donc de redynamiser le parti. Les comités des annexes étaient tous présents, accompagnés des enfants orphelins qui ont donc bénéficié des mains de ces bienfaiteurs. Cette occasion entre donc dans le cadre du soutien social organisé chaque année par le RPP. Plusieurs officiels du parti ont pris la parole durant cette cérémonie de distribution, ainsi que les membres du comité à sensibiliser la population de ces quartiers, s'inscrire donc sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives et parlementaires. Éducation, à présent, la composition des épreuves du bac arabe s'est poursuivie au CFF, le centre de formation et des enseignants de l'enseignement fondamental. Ce matin, la commission du jury du bac saoudien, conduite par M. Faisal Ali Al-Qatawi, président du jury, a été accueilli au CFF par la directrice générale, chef du centre d'examen, Mme Aïcha Farah Iltiré, pour la supervision du bon déroulement des épreuves du bac arabe au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Ont également participé à cette visite de travail le directeur des écoles saoudiennes à l'étranger, M. Mohamed Sobhi, ainsi que des hauts cadres du MELFOP. La délégation s'est rendue dans la salle de classe où se déroule le dernier épreuve de bac arabe. Ensuite, la délégation s'est entretenue avec les membres du secrétariat du centre d'examen pour un aperçu de ses activités comme l'accueil et le dispatching des enseignants dans les salles d'examen. Enfin, la directrice générale des CFF et chef du centre et son équipe ont eu une réunion d'information sur les différentes étapes de la correction de cet examen du bac arabe.
À la fin de la journée, la délégation saoudienne conduite par M. Faisal Ali Al-Qattaoui a été reçue par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, à son cabinet. Le ministre de l'Éducation s'est entretenu avec la délégation saoudienne sur l'état d'avancement de la coopération saoudienne de l'enseignement arabe à Djibouti, mais également de leur mission de supervision de notre bac arabe pour l'homologation du diplôme du baccalauréat arabe. À venir et qui ont été aussi traités. Donc tous ces points ont été discutés avec le ministre et la délégation est satisfaite de ces outils de déroulement des examens. Autre actualité de ce 22h, la Banque centrale de Djibouti a organisé ce matin un atelier sur les conditions et modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique. Ainsi, les opérateurs économiques et financiers de la place ont été conviés à suivre cette présentation afin de s'imprégner des procédures nécessaires pour le lancement de leurs activités axées essentiellement sur la monnaie électronique. Cet outil entre donc dans le cadre de la loi sur la modernisation des systèmes de paiement national adopté en juillet 2016. Outre les services financiers numériques sur support téléphonique ayant connu un réel succès dans le monde, il était donc incontournable que Djibouti suive la tendance, étant donc pour pouvoir donc exercer dans ce secteur, il faut être un établissement de crédibilité par la loi sur réglementation bancaire ou obtenir une licence et délivrer préalablement donc par la Banque centrale. Un capital social minimum de 100 millions de nos francs doit donc loger dans un compte de la Banque mondiale pour des raisons de transparence. Des établissements émetteurs de la monnaie électronique doivent donc travailler avec la Banque mondiale en termes d'échange d'informations sur les transactions. Ces établissements doivent donc veiller à l'intégrité, à la fiabilité, à la sécurité, mais aussi à la confidentialité donc des transactions. Dans un mot d'ouverture, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, a rappelé qu'une fois que les activités de mobile banking et mobile money sont lancées, ils se dérouleront sous le contrôle et la supervision de la Banque centrale de Djibouti. On l'écoute. Projet d'instruction, la République de Djibouti va pouvoir permettre aux opérateurs intéressés par l'activité de lancer le mobile banking à Djibouti. D'un côté, vous avez donc les opérateurs que vous êtes, qui seront amenés à utiliser ce nouveau dispositif juridique pour lancer le mobile banking à travers le support que vous allez certainement recevoir à travers Chip Telecom. Chip Telecom qui est également intéressé, comme nous l'avons reçu, par l'activité de mobile banking, à côté de son activité traditionnelle qui était des transports de téléphonie mobile. Mais non seulement il y a Chip Telecom, mais il y a d'autres opérateurs. Nous avons ici Novatcom qui est aussi intéressé par l'activité. Et évidemment, les banques qui sont naturellement outillées pour lancer cette opération de mobile banking à Djibouti. Alors, je ne vais pas vous détailler, vous savez tous, comme moi, les avantages qui sont liés à l'introduction de la mobile banking à Djibouti. Il y a l'inclusion financière, ce qui est vraiment important pour la République de Djibouti, puisque nous avons un taux de bancarisation qui est assez faible, même s'il a évolué favorablement et de façon significative ces dernières années. Il y a encore un niveau un peu satisfaisant, et l'introduction de du mobile banking va pouvoir permettre vraiment de doper l'inclusion financière. Elle permettra donc aux opérateurs, aux particuliers, de disposer à côté de la monnaie classique, des billets de banque, d'une nouvelle monnaie électronique qui sera supportée à travers le téléphone mobile, soit avec une banque derrière, soit avec l'opérateur Chip Telecom, s'ils se lancent et s'ils réussissent à mettre en place un dispositif conformément au texte que nous allons vous exposer ce matin. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, a organisé hier soir à la messe une cérémonie de clôture de concours de mémorisation du Saint-Coran au profit donc du personnel du FAD. Ce concours a été organisé par le département arabe au sein donc
au sein des FAD en collaboration étroite avec l'attaché religieux saoudien. Au cours de cette cérémonie, les lauréats des différentes catégories de concours, à savoir le 30 juillet, le 20 et le 10, ont reçu le prix et leur récompense. Dans une interview accordée à notre chaîne, donc le chef d'état-major déplacement, le capitaine Hassan Youssouf Douali, a remercié le SEMGA ainsi que l'attaché religieux saoudien pour leur présence et leur participation active pour la réussite de ce concours. Et de son côté, l'attaché religieux saoudien Cheikh Abdurrabou Ahmed Al-Hakami a exprimé sa satisfaction de participer à la cérémonie de clôture du concours coranique organisé durant 3 jours en faveur du personnel du FAD. Il a salué les bonnes relations qui existent entre Djibouti et l'Arabie Saoudite dans les différents domaines et en particulier dans le domaine des affaires religieuses. Enfin, M. Abdirabou a remercié le chef de l'état-major général des armées, général Zakir Cher Ibrahim, pour avoir accordé la contribution de l'attachement du concours coranique. Et de son côté, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, a prononcé un discours à l'occasion de la clôture de ce concours du Saint-Coran pour les forces armées, dans laquelle il a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour les participants. Donc, il a souligné que la nation islamique était très intéressée par la mémorisation du Saint-Coran, la compréhension et l'explication dans l'affermement et la publication du livre saint. Il a évoqué l'importance que revêt ce concours régional annuel pour la mémorisation du concours et notamment donc le prix du chef de l'État organisé par le ministère des Affaires islamiques au cours du mois sacré du Ramadan. En conclusion, le général Zakaria a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite pour sa contribution et sa réussite. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. 58 personnes ont été portées disparues et présumées mortes dans l'incendie qui a donc ravagé cette semaine une tour d'habitation de Londres. 30 décès confirmés, 28 autres personnes présumées mortes. Le bilan de l'incendie de la tour Grenfell de Londres s'est encore aggravé au moment où Theresa May tenait donc à répondre aux critiques, l'accusant de n'avoir pas pris des mesures sur le drame. L'ampleur du bilan s'alourdit de jour en jour et a choqué l'opinion publique et a provoqué la colère des proches des membres des victimes. Hier encore, des manifestants ont brandi des pancartes justice pour Grenfell, non loin de 10 Downton Street, où se trouve le bureau de la première ministre conservatrice Theresa May. La Grenfell Tower, une tour de 24 étages dans le quartier de Kensington, dans l'ouest de Londres, a été dévastée par des flammes dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.